Marilyn Martin, bonjour. Bonjour Philippe. L'horizon de Blanche, c'est le titre de votre deuxième ouvrage, publié aux éditions Glyph. Alors, on se souvient du premier, Les Dames du Chemin, qui personnellement, mais je crois que j'étais pas le seul, m'avait beaucoup impressionné, d'abord par le style qu'on retrouve dans cet ouvrage, et puis la période à laquelle il est fait référence, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. Et là, en l'occurrence, donc Blanche, c'est l'héroïne de votre histoire, qui est une femme, on va dire, relativement classique dans le Paris du début du XXe siècle. Et cette femme va voir sa vie complètement transformée à cause de la guerre et de tout son environnement. Complètement. Blanche, c'est la guerre qui va l'émanciper dans sa vie de femme. Elle va pouvoir reprendre un métier parce qu'elle est mariée, elle a dû abandonner Elle était sténodactylo. Elle était sténodactylo, elle avait eu son CAP. Dans une banque. Dans une banque. Et puis elle s'est mariée, elle a fait la rencontre qu'elle pensait de sa vie. Et elle est tombée sur un pervers manipulateur qui lui a demandé tout bonnement de rester chez elle et de continuer à lui donner de ses nouvelles, même quand il serait dans les tranchées. Et Blanche, elle va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Elle en avait déjà fait une avec Marguerite, sa meilleure amie, qui l'avait initiée au féminisme. Mais son mari n'était pas pour qu'elle continue d'abord à fréquenter son amie, puisque c'était une avertie, une homosexuelle, et c'était très mal vu à l'époque. Et Blanche, elle commençait elle veut se libérer, à se détacher de ce carcan, et elle profite que son mari soit parti à la guerre pour passer son diplôme d'infirmière. Alors, le mari en question, on peut dire que c'est pas terrible, quoi, parce qu'il collectionne les photos coquines, oui. Il va voir les prostituées. Quand il est à la guerre, hop, il décroche les dents en or des ennemis, voire des Français, parce qu'il est nettoyeur de tranchées. Oui. C'est une fonction qui était une réalité pendant la Première Guerre mondiale. C'est une fonction, oui, qui était une réalité, mais lui, en plus, c'est qu'il détrousse ses camarades de son camp. Donc, c'est vraiment une ordure finie. Oui. Voilà, c'est un pervers manipulateur qui désire quand même de toujours contrôler la vie de sa femme, même à distance. Et Blanche, par la rencontre de Louis, va pouvoir essayer ce que je disais tout à l'heure, de sortir de ce carcan et passer son diplôme d'infirmière sous la bannière de l'Union des femmes de France. Parce qu'il faut savoir qu'en 1914, la Croix-Rouge n'existait pas, il y avait 3 associations. La Croix-Rouge, c'est du Nant, un Suisse, et c'est toute une aventure qui va démarrer un peu après. Et d'ailleurs, après la Première Guerre, à propos de laquelle il dit on ne peut pas continuer comme ça. Et donc là, ce sont ces femmes qui sont des braves femmes qui décident de monter au créneau parce qu'elles n'imaginent pas qu'on laisse tous ces hommes malheureux et mourir. Donc l'Union des femmes de France, j'ai choisi cette association parce que elles ont beaucoup aidé Marie Curie. Elles lui ont fourni des laissez-passer pour aller sur le front avec ses petites Curies. Elle était accompagnée d'Irène, sa fille, pour aller soigner les blessés au front et puis faire ces fameuses radios qui permettaient d'extraire les balles de façon beaucoup plus précise. Et c'était aussi prétexte à parler de cet univers aseptisé, mais ce n'était pas évident pour ces femmes de passer ce diplôme parce qu'elles n'étaient pas du tout dans la fonction. Il y avait des infirmières qui étaient diplômées et ces femmes, comme tout à chacune, qui avaient envie de donner, de donner de leur sang, puisqu'il y en a certaines qui ont péri aussi. Parce que plus on se rapprochait du front, plus, par exemple, la grosse Bertha, qui était ce canon absolument immonde allemand, qui balançait des obus à plusieurs centaines de kilomètres de distance, pouvait tomber un peu n'importe où. Sur les hôpitaux. Voilà. Et c'était prétexte aussi à parler du service de santé aux armées. Alors vous évoquez d'ailleurs au passage Nicole Mangin, à la fin de votre ouvrage, qui a été la seule femme officiellement médecin pendant la Première Guerre mondiale, va se suicider, la malheureuse, en 1916, le 6 juin 1916. Alors certains disent, en fait, elle n'a pas digéré en quelque sorte tout ce qu'elle a vu pendant la guerre. D'autres disent qu'elle a été atteinte d'un cancer incurable. Et puis bon, voilà. Mais peu importe, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait toutes ces infirmières et il y avait 7 femmes médecins, un peu symboliques. Il n'y en a pas eu beaucoup pendant cette période. Non, alors elle ne s'est pas suicidée en 1916, elle s'est suicidée en 1920. 1916, c'est la guerre de Verdun. Elle est sur le front. 1920, oui, bien sûr. Et c'est vrai que cette femme a fait beaucoup pour ces hommes. Et elle n'avait vraiment pas peur. Elle allait sous les bombes, elle allait les chercher. Et elle y allait vraiment. Et c'est vrai qu'elle avait son chien, qu'elle avait un berger allemand qui l'accompagnait, qu'elle avait baptisé Dain, du nom de la ville de Verdun. Alors, vous expliquez aussi l'amoureux de Blanche, qui est médecin, qui est sur le front, etc. Et on découvre, grâce à votre ouvrage,
par exemple, qu'on faisait des transfusions sanguines, alors qu'on ignorait complètement que le sang de l'un n'allait pas avec l'autre. Et donc, on a tué des hommes qu'on aurait peut-être pu sauver. Alors, l'idée de faire des transfusions était plutôt une bonne idée, sauf qu'on s'y prenait mal. On était vraiment au balbutiement de la médecine. Et c'est vrai que le service de santé, au début de la guerre, était complètement désorienté, désorganisé. Il faut savoir qu'il y avait très, très peu de trains qui ramenaient, de trains sanitaires qui ramenaient les hommes. Et dans quelles conditions ? Et dans quelles conditions ? La plupart des gens, enfin des soldats arrivaient complètement moribonds, exsangues dans les hôpitaux. Et c'est vrai que les généraux pensaient ils avaient parlé de la théorie de la balle humanitaire, que cette balle qui allait traverser les chairs allait en même temps les cautériser, ce qui n'était pas vraiment le cas. Voilà, et on n'oublie pas ces fameuses grenades quadrillées qui explosaient dans tous les sens et qui faisaient des dégâts absolument irréversibles. Alors on ne va pas raconter toute l'histoire, ce serait dommage. Et puis on va plutôt inciter nos internautes à la découvrir à travers cet ouvrage qui est très intéressant, bien écrit, documenté. Alors, la question que je vous ai posée la dernière fois, je vous la repose, parce que ceux qui nous regardent et qui nous entendent ne savent peut-être pas obligatoirement l'origine de votre investissement sur ces histoires que vous racontez sur la Première Guerre mondiale. Vous êtes jeune, vous êtes très jeune, et on imagine difficilement quelqu'un d'aussi jeune que vous s'intéresser à cette période. Alors, peut-être que ça fait partie des poncifs un peu désuets, un peu dépassés, mais en l'occurrence, qu'est-ce qui fait que vous voulez prolonger le devoir de mémoire par rapport à cette période dont on commémore le centenaire entre 2014 et 2018 de cette guerre absolument ignoble? J'ai encore en tête, là c'est pour paraphraser, mais si on les oublie, c'est les enterrer de foi. Et puis moi, ça partit effectivement de ce devoir de mémoire, ce devoir d'histoire, où depuis que je suis adolescente et grâce à... Quelqu'un de votre famille? Oui, mon grand-oncle qui est mort le 16 avril 17 au chemin des Dames. Pour la famille, il était tombé, porté disparu à Verdun. Et cette histoire de disparition a conditionné toute notre histoire familiale, puisque 2 ans après sa disparition, naissait ma grand-tante qui s'appelait Abel, que ma grand-mère a donné le nom de son fils unique, Abel, et que moi, 100 ans plus tard, j'arrive à retrouver la trace d'Abel, mort au chemin des Dames. Je retrouve sa tombe et j'ai envie de parler de ces jeunes gens fauchés dans la fleur de l'âge. Et c'est pas la guerre qui m'intéresse, moi c'est l'humain. C'est comme je l'explique souvent quand je fais des rencontres scolaires, je ne peux pas m'empêcher, même encore, à 50 ans, de regarder un par un ces noms de disparus dans les églises ou sur les monuments morts. C'est ma façon à moi de les faire revivre, puisque la plupart du temps, même les noms de familles ont disparu. Ce sont des familles qui ont vraiment été décimées. Et je remarque encore que par ces histoires, par ces nouvelles, maintenant par le roman, j'arrive à intéresser la petite histoire, mettre la petite histoire dans la grande histoire, permet de vulgariser au sens noble du terme et amener ces jeunes gens ou ces jeunes femmes à s'intéresser à cette comment ils grande réagissent? Ils sont D'abord, quand très vous voyez émus. les plus jeunes. C'est des adolescents et par moments, ils sont vraiment rentrés dans l'histoire. Moi, j'avais parlé de la guerre des Toubabs dans Les Dames du Chemin. Il y a vraiment de ces ados se sont appropriés à Abdoulaye Ndiaye et me disent mais pourquoi à la fin il s'en va dans sa savane et pourquoi il ne se marie pas avec l'infirmière, et ça les a interrogés et on a vraiment de très très beaux échanges et c'est ça qui me porte dans cette aventure. Écoutez, je vais vous dire 2 choses. La première, vous dites que vous avez 50 ans. Je vais avoir 50 ans l'année prochaine. Vous ne les faites pas, et c'est pour ça que, sincèrement, je vous pensais beaucoup plus jeune que ça. C'est pas un âge canonique, 50 ans. Et puis, alors, deuxièmement, on va attendre le prochain ouvrage. Est-ce que ce sera un ouvrage qui sera lui aussi plus ou moins inscrit dans cette période, ou est-ce que vous voulez tourner la page? Je tourne la page d'un point de vue écriture, je ne la tourne pas personnellement. L'année prochaine, on fêtera le centenaire de la bataille du chemin des Dames et j'ai vraiment envie de m'investir dans cette commémoration à titre personnel. Maintenant, l'écriture continue, ça fait partie de ma vie. Je suis dans l'écriture d'un 3e ouvrage qui est un recueil de nouvelles où les femmes sont toujours omniprésentes mais de façon très contemporaine. Très bien, écoutez, Marilyn Martin, nous allons attendre ce prochain ouvrage. Je rappelle le titre de celui dont nous venons de parler, L'horizon de Blanche, publié aux éditions Glyph. Merci beaucoup. Merci Philippe.